Bonjour à tous. Je suis Daniel Cluse et je suis conseil en installation de photoélectrique et je vais vous donner un éclairage un peu différent de ce que vous pouvez avoir par les différents photovoltaïciens. Déjà, je voulais savoir si vous avez déjà du photovoltaïque dans vos entreprises ou si c'est des choses qui vous intéressent. Il y a des gens qui en ont déjà? Investisseurs ou location? D'accord. Bon, on va attaquer. Donc, qu'est-ce qu'un projet photovoltaïque globalement? Ben, c'est du soleil qui est cadeau. On a de la surface, des panneaux solaires, et tout ça, ça génère un profit. La centrale photovoltaïque va transformer donc ce soleil pour le mettre soit en autoconsommation, soit sur le réseau. Par contre, il y a des prérequis pour faire un projet photovoltaïque. Il faut impérativement un raccordement à Enedis. Il faut le feu vert des pouvoirs publics. Il faut faire une préétude de production pour savoir si déjà c'est possible par rapport à l'ensoleillement. Il faut valider les supports où vous allez mettre les panneaux. Il faut que l'activité de l'entreprise soit tolérée par vos assureurs. C'est-à-dire que si vous avez une cartoucherie, ça peut poser des problèmes. Et il faut également avoir la capacité financière pour ceux qui veulent investir. Donc là, il faut cocher toutes les cases. Donc on va faire le tour de ce qu'est un projet photovoltaïque en étudiant les modèles économiques, les finalités économiques d'un projet, les différents acteurs, les contraintes techniques, les différents supports, les modes de rémunération, la position des banques et des assurances. On va faire le déroulement complet d'un projet. On va voir les subtilités commerciales qui ne sont pas minces et comment s'approprier son projet. Donc tout d'abord, les modèles économiques. On en a deux sortes. Soit vous investissez dans votre centrale et vous êtes le client investisseur. La centrale est à vous, vous en tirez tous les profits. Soit en revente, soit en autoconsommation. Soit vous faites appel à un tiers investisseur qui va vous louer votre surface et qui va vous rémunérer pour ça. Donc la taille des cochons est proportionnelle aux revenus. La finalité économique d'un projet, ben, c'est soit de diminuer la facture d'électricité, soit de faire un investissement, soit d'avoir un apport en cash flow en cas de tiers investissement, ou un revenu annuel. Alors quels sont les acteurs du projet? Ben, c'est soit une personne physique, soit une personne morale. De la personne à qui appartient la centrale. Après, vous avez les clients comme acteurs. Alors, vous avez EDF, acheteur historique, et fournisseurs également. Vous avez des opérateurs privés. Et vous avez maintenant aussi la possibilité de revendre votre électricité à des clients personnels à travers des PPA ou de l'autoconsommation collective, qu'on verra tout à l'heure en fin de chapitre. Comme autre acteur, Enedis, qui est incontournable. C'est lui qui va récupérer votre électricité pour la mettre sur le réseau pour la redistribuer. Donc là, la mise en œuvre est payante et c'est vous qui traitez directement avec Enedis en tant que propriétaire. Comme autre acteur, vous avez tous les pouvoirs publics pour les permis de construire, les demandes de travaux, les monuments historiques. Si vous êtes proche, ça peut ils peuvent mettre leur droit de veto. Il faut respecter le PLU. Pour le monde agricole, il y a la MSA également. Et comme acteurs, vous avez encore les différents types de fournisseurs qui sont soit des investisseurs, soit des installateurs, soit des intermédiaires. On les détaillera plus tard. Bon, passons aux contraintes techniques. Ça va dépendre de l'ensoleillement. Où est-ce que vous êtes passé? Effectivement, Dunkerque, c'est beaucoup moins rentable que Marseille. Ça va dépendre du temps d'exposition. Ça va dépendre de l'orientation de votre bâtiment, des ombres portées, ça va dépendre également de l'altitude, mais ça c'est par rapport au coût du bâtiment, et ça va dépendre de l'inclinaison de votre toit ou de vos supports. Alors on est capable, en connaissant la situation, la surface exploitable et l'exposition, c'est des choses qui s'analysent, qui se calculent, on est capable avec tout ça de calculer le productible, c'est-à-dire qu'en amont de toute construction, on est capable de dire quelle puissance va dégager votre centrale et donc qu'est-ce qu'elle va générer comme profit.
En contrainte technique, vous avez le coût du raccordement à Enedis. Alors, il est variable de la distance de vos bâtiments au transformateur. Il est variable en fonction de la taille du projet. Et il est variable aussi en fonction s'il y a des interventions à faire sur les infrastructures même de vos transformateurs ou de ceux d'Enedis. Vous avez de l'entretien, forcément, lavage, vérification des connectiques, etc. Vous avez des contraintes par rapport au service incendie, les accès, le débroussaillage de proximité, ça c'est le département qui régit. Bon, maintenant passons aux différents supports techniques. Vous avez les toitures industrielles, vous avez des ombrières photovoltaïques, vous en avez au sol, vous pouvez en avoir sur l'eau. Vous avez les traceurs solaires, c'est des appareils qui suivent la courbe du soleil, qui ont des rendements qui sont très intéressants, mais qui sont destinés qu'à l'autoconsommation, pour l'instant. Sur ces toitures, vous avez différents types de couvertures, qui va du bac acier, c'est ce qui va le mieux. Alors les toits plats, c'est très difficile s'ils ne sont pas très récents, en fin de compte, parce qu'il y a des contraintes par rapport à l'étanchéité. Il y a le fibrociment, et il y a aussi le fibrociment amianté, c'est un désastre en gros, parce que ça coûte très cher à faire. Vous avez également différents types de charpentes, bois, lamellé collé, métallique, béton ou des mixtes. Il faut savoir que quoi qu'on fasse sur une toiture, ça engage une nouvelle décennale. Dès qu'il y a une intervention, même si vous transformez juste du fibro en bac acier, l'intervenant va repartir avec une nouvelle décennale là-dessus. Pour une centrale de plus de 100 kW crête, vous avez l'obligation d'avoir un BE pour valider votre nouvelle toiture, ou l'ancienne. Alors, les supports, ils sont forcément plus ou moins rentables. Donc effectivement, le plus rentable, c'est quand vous avez un bâtiment qui est à construire, que vous prévoyez votre photovoltaïque dessus, vous allez orienter comme il faut votre bâtiment, vous allez mettre la pente qu'il faut, et ça sera là qu'il y aura le plus de rentabilité. Sur une toiture existante, s'il y a 0 renfort, c'est encore pas trop mal, mais ça dépend de l'exposition. Après, c'est le sol, après on passe aux ombrières, qui sont beaucoup moins rentables. Alors comment vous allez être rémunéré par rapport à une centrale photovoltaïque? Pour le tiers investissement dans le cas de la location, c'est un investisseur qui loue votre toiture et qui installe sa centrale. Donc vous allez signer un bail amphithéotique de 30 ans, quand même. Alors, soit il vous rémunère avec une soulte définitive, alors c'est intéressant si vous avez besoin de financement, soit il va vous donner un loyer annuel. Dans le monde agricole, les investisseurs fournissent le bâtiment. C'est-à-dire ils disent à l'agriculteur, on fournit le bâtiment et on exploite la centrale qu'on met dessus. Pour le client investisseur, vous avez une rémunération qui suit les tarifs de rachat qui sont fixés par décret par EDF. Enfin, c'est l'État qui fixe les tarifs d'EDF et qui sont garantis 20 ans. C'est-à-dire qu'à l'instant T, EDF rachète 12 centimes 8 le kilowattheure. Dans 19 ans et demi, il rachètera 12,8 centimes. Ça n'aura pas changé. Par contre, c'est une garantie. Alors les tarifs d'achat, ils sont fonction du type de rémunération. Alors déjà de la puissance de l'installation photovoltaïque et du fait que vous faites de l'autoconsommation ou de la revente totale. Alors si on fait un comparatif des rémunérations, l'autoconsommation est de loin la plus rentable. Parce que c'est votre centrale, votre courant va vous revenir entre 0,3 et 0,6 centimes le kilowattheure sur 20 ans, si on compte l'amortissement sur 20 ans. En deuxième position, vous avez l'autoconsommation collective, dont je vous parlerai tout à l'heure. Après, vous avez la vente totale, où c'est EDF qui vous rachète le courant. Et le moins intéressant, c'est le tiers investissement.
prendre un cas de figure. Sur une surface de 1000 m² de toiture, qui donne une puissance de 200 kW crête, donc le prix de la centrale est en gros de 180 000 euros. Entier investissement, on va vous donner 5 000 euros par an. On peut vous donner peut-être 100 000 en cash sur 30 ans. Alors ça sera dans 29 ans et demi, ça sera aussi 5 000 euros. Hein. Si vous achetez la centrale, que vous la faites installer sur votre toit, et que vous faites de la revente totale, le revenu il passe à 25 000 euros par an. Si vous achetez votre centrale, que vous faites de l'autoconsommation, vous allez avoir le courant pour pratiquement rien par rapport à ce qui se vend, et vous allez vendre le surplus à EDF avec un contrat de 20 ans. Et si vous achetez votre centrale, vous faites de l'autoconsommation et en plus vous faites de l'autoconsommation collective, avant de revendre à EDF, vous pouvez revendre du surplus à des gens à proximité de chez vous. Alors c'est des zones de 2 km pour les zones urbaines et c'est 20 km pour les zones rurales. Donc vous voyez que suivant les investissements, on a vraiment des revenus qui sont différents. Donc puisque vous avez touché de l'argent, ben, vous allez payer des impôts. Alors le tiers investissement en location, c'est un revenu locatif. Si vous prenez la soulte, méfiez-vous parce que c'est 30% d'imposition et ça peut vous faire sauter une tranche d'imposition. Donc à calculer dans la rentabilité, c'est pas anodin. Pour le client investisseur, si vous achetez votre centrale pour l'exploiter, ben, comptablement, c'est un revenu d'entreprise tout simplement. Les assurances. Alors pour le tiers investisseur, c'est assez particulier, c'est chacun assure sa partie. Et il y a une clause de non-renonciation au recours. Pardon. Ce qui veut dire que l'investisseur, il va assurer sa centrale, et vous allez assurer tout ce qu'il y a dessous et votre bâtiment. Alors là, il faut bien parler à votre assureur parce qu'il est d'accord ou pas d'accord. Parce qu'en cas de litige, ça peut aller très loin. Pour le client investisseur, ben, il n'y a pas de problème parce qu'il assure tout. Les assurances, il faut les contacter au préalable de tout le projet pour mettre d'accord avec eux, déjà pour qu'ils vous disent combien ça va vous coûter en plus, et tenir compte de leur cahier des charges qu'ils ont d'une assurance à l'autre. Mais faites-le bien en amont, construisez pas votre centrale et allez voir son assureur après, ça peut poser des problèmes. Au niveau des banques, donc eux ils ont bien compris que le photovoltaïque ça générait du profit. Donc ça a une bonne image pour eux. Il y en a qui ont dédié des services aux énergies renouvelables. Et normalement, les projets sont normalement accompagnés. D'autant plus que pour les garanties bancaires, ben, ils font de la DAI ou de la cession de créances. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à les payer, ben, ils iront se servir directement chez EDF. Le déroulement d'un projet. On va suivre la procédure. Donc au départ, on a les validations des prérequis qu'on a vu tout à l'heure. Après, il y a la signature. Après, développement, études, la construction et le raccordement. Alors là, c'est un peu monté à l'envers, mais c'est ce que vous proposent les photovoltaïciens. C'est-à-dire qu'ils vous font signer un engagement avant de faire des études. Le développement, bon, c'est leur boulot, c'est pas un problème. Mais ils vous font signer un contrat sur des choses qui sont partiellement floues qu'on verra tout à l'heure. Donc là, vous avez coché toutes les cases. Raccordement, pouvoir public, préétude, tout est OK, tout est validé. Maintenant, vous devez faire le choix de votre modèle économique. Alors, soit vous optez pour le tiers investisseur ou le tiers investissement, toujours avec la taille des petites tirelires. Vous devez valider vos choix, sur quoi je les pose. Est-ce que je crée de l'ombrière? Est-ce que je fais renforcer mon toit? Est-ce que mon toit est bon? Est-ce que je fais au sol?
Après, vous allez consulter les fournisseurs. Alors, consultez plusieurs fournisseurs. S'il n'y en a qu'un qui vient, faites-en venir d'autres, quoi. Et ces fournisseurs, ils vont vous faire des offres. Et dans ces offres, il y aura une étude technique et une étude économique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Étudier est un peu fort comme terme. Ils vont regarder le productible, ça c'est facile à faire. Le coût de raccordement au réseau, la qualité des supports, et voir si effectivement c'est tout bon au niveau PLU, permis de construire, etc. Et ils vont vous amener un projet clé en main et qui sera rentable. S'ils sont venus vous voir, c'est que c'est rentable. Voilà. Et là, vous signez le contrat parce que c'est à ce moment-là qu'ils vous le font signer. Voilà. Après, on entame une phase de développement, les déclarations d'urbanisme, démarches administratives, tout ce qui est affichage permis de construire. Là, ils font la demande de raccordement Enedis, ceux qu'ils ont estimés au préalable, les autorisations de travaux ERP. Là, ils font les études de structure de charpente. Alors qu'elles sont dans ce que vous avez signé, ils ont fait une estimation, mais là, ils font des études pour de vrai. Ils font les études photovoltaïques, mais ça, c'est leur métier. La validation par les bureaux de contrôle. Et ils commandent le matériel, approvisionnement, pose, réception des travaux, mise en service, test. Hop, c'est bon pour l'exploitation. Et là, vous avez, entre la signature de votre contrat et l'exploitation, il faut compter 10 à 12 mois. Mais il y a le raccordement. Et le délai de raccordement, c'est Enedis qui le décide. En fin de compte, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, voire plus. Alors faites attention par rapport à vos remboursements, de faire coïncider le début de remboursement avec la mise en service, le raccordement avec EDF. Sinon, ça peut faire des gros décalages de trésorerie. Passons maintenant aux subtilités commerciales. On va voir leurs us et coutumes, on va voir qui sont les fournisseurs, quelles sont les méthodes commerciales et les pièges à éviter. Excusez-moi, je prends un coup. Les fournisseurs. Donc on a des investisseurs qui sont des grosses boîtes qui ont une puissance financière énorme. Eux, généralement, c'est un bureau d'études. Avec le juridique, c'est très très bien monté, des boîtes très sérieuses. Après, c'est sous-traité, toutes les parties techniques sont sous-traitées. Par contre, ils sont acheteurs de matériel. Ils ont une grosse puissance d'achat. Donc, ils arrivent à fournir des centrales par rapport. Alors, c'est des grosses centrales, mais par rapport aux petites, elles sont beaucoup moins chères, proportionnellement parlant. Donc, on a des fonds de pension, on a des entreprises du BTP, voilà, et quelques startups qui émergent. Après, on a des installateurs qui, eux, sont plutôt dans la petite installation, petite moyenne, qui, eux, ne font pas de tiers investissement et qui s'occupent également de l'entretien. Voilà, pour une petite surface, je conseille plutôt d'aller vers ce genre de fournisseurs. Et après, vous avez des intermédiaires où on retrouve des opportunistes qui captent des projets, qui les revendent. Alors, c'est là qu'on a on a des gens qui sont borderline. Alors, pour éviter ces entreprises-là, il faut vous regarder leur capital. Moi, j'ai vu des entreprises qui proposaient des solutions à 600 000 euros avec un capital de 1 000 euros. Donc, imaginez ce qui se passe si au milieu du chantier, quand vous avez versé 50% du coût qui partent avec la caisse, et c'est arrivé. Donc, je dis méfiance, faites vraiment très très attention à votre prestataire et à sa surface financière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces fournisseurs, comme objectif? Eux, ils profitent du schéma de tout à l'heure, ils tirent du profit du soleil qui est gratuit, de leur expérience qu'ils ont ou pas, et de votre foncier, parce que la surface, elle est chez vous. Alors, votre surface, elle est à vous. Des photovoltaïciens, vous en trouvez de partout, de toute façon. Après, il faut trier les bons des mauvais, mais c'est vous qui devez rester maître du jeu, parce que le profit, il est là. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent vous présenter? C'est le tiers investissement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le précédent schéma, c'est que
ils vont vous louer pas cher et vont en tirer le maximum de profit. Après, il y en a qui vont vous dire, bon, on fait le tiers investissement, mais on va vous donner de l'autoconsommation, qui n'en est pas réellement. Mais ils vont vous facturer du courant moins cher. Mais ce n'est pas non plus le bon plan. Après, le client investisseur, ils aiment moins parce que c'est moins récurrent. Par contre, ils y retrouvent, les grosses boîtes en font quand même, parce que ça leur permet, comme ils ont besoin de BFR, ça leur permet de rentrer du cash flow tout de suite. Alors, le tiers investissement, on va faire un peu de... Est-ce que quelqu'un connaît cet oiseau? Ça s'appelle un coucou. Vous connaissez? Alors, le coucou, il y a le coucou gris, le coucou argenté, et puis il y a le coucou solaire. Voilà. Donc, le coucou solaire, il va faire un profit maximum sur 30 ans sur votre bâtiment. Voilà. Effectivement, vous n'aurez aucun investissement. Vous aurez là sous tout le loyer, mais qui sont bien moindres que le rapport total. Alors, pour l'agriculteur, je disais des fois, c'est un bâtiment. Par contre, vous en prenez pour 30 ans. Hein. Et les baux, j'en ai vu de 70 pages. Les baux amphithéotiques, c'est hallucinant. Si vous êtes client investisseur, effectivement, le fournisseur, il fait zéro profit récurrent, il fait un profit immédiat, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, vous faites un profit conséquent et récurrent. Vous avez la maîtrise énergétique pour votre entreprise. Vous augmentez votre capital, vous achetez une machine en plus. Bon, l'inconvénient, c'est que vous devez investir. Maintenant, étudions le montage que les fournisseurs vous font pour leur offre. Donc, dans une offre fournisseur, il y a du descriptif technique, il y a ce qu'on appelle le CAPEX, l'OPEX, l'estimation des frais techniques. Ils vont vous fournir un business plan pour vous faire voir que c'est une très bonne affaire. Et vous allez avoir une estimation Enedis. Alors les codes couleurs ne sont pas anodins. Hein. Le vert, c'est ce qu'on sait, l'orange, si on n'est pas sûr, et le rouge, on n'en sait rien. Donc, il faudra bien comparer, quand vous recevez les offres, la qualité du matériel qu'on vous propose en onduleur et en panneau. Enfin, quand c'est que ça, hein, une installation photovoltaïque, panneau onduleur, point barre. Hein, c'est une armoire électrique. C'est très très simple et c'est complètement maîtrisé. Après, il y a les CAPEX et ils vont vous dire combien ça va vous coûter votre centrale. Donc ça, c'est bien cadré aussi. Après, il y a les OPEX. Ils vont, dans la proposition qu'ils vous font, ils vont estimer que vous allez avoir tant de dépenses annuelles qui va correspondre à la maintenance, les assurances, les taxes, les prix du monitoring, les provisions pour la maintenance des onduleurs notamment. Et ça, c'est une estimation qu'ils font parce qu'ils ne savent pas combien vous allez payer l'assurance. Ils ne savent pas la maintenance, ils n'ont encore pas passé les contrats, donc ils ne savent pas combien ça va vous coûter. Ça reste une estimation. Alors, après, pour les frais techniques, quand vous avez des toits qu'il faut renforcer notamment, ça nécessite une étude avec un BE structure qui va... Et si c'est trop faible, ils vont étudier des renforts. Ils vont dire il faut des renforts. Après, ces renforts, il faut les fabriquer. Et après les avoir fabriqués, il faut les poser. Et ils sont capables, sans avoir fait d'études sur votre toit, de vous dire que vous avez, j'ai vu le cas, 100 000 euros de... Il y avait 400 mètres carrés, 100 000 euros de renforcement de charpente. Basé sur quoi? Sur une estimation. Alors, Enedis, c'est estimé aussi, mais c'est plus carré, mais il y a quand même des pièges. Moi, j'ai vu le cas d'un plasturgiste, son propre transformateur, il n'y avait plus de place pour mettre les coupleurs. Donc, il fallait reconstruire un transfo à côté. Résultat, 70 000 euros en plus de coût. Donc, pour ne pas avoir de coupleur, de 300 kW de crête, on les redescend à 250, plus besoin de coupleur. L'investissement est moindre, le rendement est moindre, mais il s'y retrouve. Et il peut refaire le reste plus tard, parce que 2 ans et demi, 18 mois après, on peut recommencer. Il va vous donner un business plan qui est basé sur des estimations. Donc, il y a des choses sûres et des choses ne sont pas sûres. Donc, business plan, voilà. Alors,
Ça, c'est exactement vrai. Hein. Les 100 kW en rouge de frais techniques, je les ai vus, moi, sur une présentation d'offres. Avec 50 000 de branchement Enedis, prix de la centrale, 350 000 euros. Donc là, vous vous rendez compte quand même qu'on a voilà, 30% du prix que vous avez signé qui est complètement dans le flou, qui est une estimation. Alors, ils vous ont présenté l'étude, elle est bonne, elle est rentable pour vous. C'est une bonne affaire. Ils vont dire, regardez ce qu'on fait avec... regardez l'étude. Alors la bonne affaire, elle est pour qui? Ben, c'est gagnant-gagnant en fin de compte. Parce que tout le monde y gagne dans l'histoire, sauf qu'il y en a un qui est plus gagnant que l'autre, chaque fois. Et si on inversait, si on disait, mais non, il n'y a pas de raison que le photovoltaïcien qui a le plus d'argent que moi, c'est mon installation, c'est mon toit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se réapproprier son projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner toutes les clés aux gens qui vont vendre du photovoltaïque. Lui, il faut le considérer que comme un prestataire de service en termes d'approvisionnement. Point barre. Parce que les intérêts sont divergents de l'un à l'autre. Soit ils font du tiers investissement, donc ils font le coucou, soit ils tirent le meilleur profit de la vente de la centrale qu'ils vont vous faire. Elle ne sera pas forcément le mieux dimensionnée pour vous, mais lui, c'est son intérêt de vendre le mieux possible. Et vous, votre intérêt, c'est d'avoir le meilleur rapport investissement-économie. Donc on n'est pas sur les mêmes... Voilà. Alors comment vous le réappropriez, votre projet? De quelle manière? Il y a 4 leviers. Le premier, je dirais, c'est déjà de bien connaître votre mode de consommation, de faire analyser, de faire un bilan énergétique. Après, si vous mettez une centrale, il faut ajuster vos courbes de consommation par rapport à ce que vous allez produire du jour. Et puis, il faut faire des simulations au préalable pour savoir exactement où c'est que vous allez. Le deuxième levier, c'est de mettre une centrale qui correspond à vos besoins. Ce n'est pas la peine de surdimensionner, ce qui est souvent prescrit. Le troisième levier, eh ben, c'est de supprimer ce qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire tous les coûts techniques qui sont estimés, hormis Enedis, et encore en se méfiant, on peut ramener le risque à pratiquement rien. Mais il faut faire ça au préalable, c'est-à-dire n'attendez pas d'un photovoltaïcien qui vous fasse des études de charpente, ce n'est pas son métier, de toute façon vous pouvez très bien les commander vous-même. Et le quatrième levier, ce que peu de gens connaissent, c'est de bien vendre sa production photovoltaïque. Alors, l'autoconsommation, qui a un prix de revient très bas, c'est la meilleure façon de rentabiliser sa centrale. Après, vous avez la revente sur le réseau EDF, qui est contractualisé sur 20 ans. Actuellement, je vous disais 12,8 centimes. Il y a la revente à des prestataires privés à leurs conditions. Ou vous avez également les PPA, ce qu'on a vu, je vous avais parlé tout à l'heure, mais ça concerne vraiment les grosses centrales de plus de 2 MW crête. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne va pas vous proposer parce que c'est très très récent. Enfin, le principe n'est pas récent, mais ça commence à venir à se faire, vraiment. C'est l'autoconsommation collective, où là vous vendez, c'est vous qui vendez directement au client que vous avez choisi. Alors comment ça marche l'autoconsommation collective? C'est qu'au départ, on avait une production centralisée, tout ce qui est en gris, qui passe par les réseaux Enedis en moyenne tension, haute tension, basse tension, et qui vient alimenter les bâtiments, les usines, les maisons. Vous avez votre usine dans le carré vert. Vous avez votre autoconsommation, parce que vous allez faire avec votre centrale photovoltaïque. Là, vous avez de l'excédent. L'excédent, il va repartir dans le réseau et il va venir alimenter tous les clients avec qui vous aurez passé un contrat. Et cette opération d'autoconsommation collective se fait à travers ce qu'on appelle une PMO, c'est une personne morale organisatrice. Ça, c'est voilà. Donc c'est quelque chose de fermé où il y a les consommateurs et les producteurs
qui passe entre eux des contrats qui se facturent. Et tout ça, la PMO devient l'interlocuteur unique pour Enedis. C'est-à-dire qu'Enedis va donner à la PMO les données de comptage, la PMO va les transformer donc en facture. La PMO va donner à Enedis les clés de répartition, c'est-à-dire que vous allez décider avec votre centrale de dire, ben voilà, moi je prends déjà tout ce que je veux pour moi. Tout ce qui reste, je vais en donner 30% à un tel, enfin je vais lui vendre 30% à un tel, 40 à celui-là. Celui-là, je vais leur donner un peu moins. Voilà. En fait, compte, vous faites comme vous voulez, il n'y a rien qui vient vous gêner dans cette... Après, c'est une négociation entre les consommateurs et les producteurs. Alors dans la PMO, vous pouvez avoir plein de producteurs et plein de consommateurs. Mais vous pouvez en avoir qu'un producteur et qu'un consommateur. Bon, en sachant que l'excédent est toujours revendu à EDF. Si un reste, c'est toujours quelle obligation de rachat à 12,8. Donc vous pouvez monter vos projets de PMO en disant, ben effectivement, si je passe en revente totale à 12,8 centimes, que mon montage financier il est bon, le reste, ça sera que du beurre dans les épinards en plus. Alors l'avantage de l'autoconsommation collective, c'est que ben, votre production, donc vous allez payer beaucoup moins de courant, d'une part, mais en plus celui que vous produisez, vous ne payez pas de taxes dessus, hein, comme c'est le vôtre. Donc au niveau des partenaires, ben, par rapport à EDF, vous allez leur vendre plus cher, mais vos partenaires, ils vont acheter moins cher qu'à EDF. Je vous donne un exemple réel, c'est sur Romans. On a une centrale de 200 kW crête. On a seulement un fournisseur et un client. Le prix de la centrale, c'est 175 000. Donc il y a une prod annuelle de 132 000 kWh. Donc si la vente totale à EDF se fait, le fournisseur va toucher 29 734 par an. Donc dans ce cas précis, on a un client qui s'est proposé, qui est un industriel. Et on a calculé qu'il allait prendre 65% de la production. Parce qu'il ne va pas en prendre le dimanche, il ne va pas en prendre quand il est en vacances. Donc ce client-là, il est en contrat avec EDF pour l'instant, enfin son fournisseur, c'est pas EDF, à 34 centimes le kilowattheure. Donc qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait une négociation pile poil entre les 0,128 et les 0,340. Et on est arrivé à un prix de vente de 234. Ce qui est intéressant pour les deux parties. Donc, on a à la sortie une économie de 16 000 € pour l'acheteur et un coût de survente pour le vendeur de 16 000 € également. Donc ça va très très vite, hein, on est sur 200 kW crête. Donc on arrive en gros à plus 54% de rentabilité pour la personne qui a monté la centrale. Bon, le fournisseur ne fait pas d'autoconsommation, hein. Il revend la totalité de sa prod. Alors, autre avantage de l'autoconsommation, c'est que vous êtes sûr de vendre votre courant de toute façon à EDF, ils sont obligés de le prendre. Alors c'est très souple. Les contrats, c'est négocié dans la PMO, c'est entre clients et fournisseurs. Vous pouvez modifier les clés de répartition une fois par mois. Il y a la possibilité d'entrée et de sortie de producteurs et de consommateurs. S'il y a des nouveaux cas, des gens qui viennent produire, on peut au préalable piloter des simulations pour voir comment ça se passe réellement. La PMO fait un traitement administratif mensuel entre les producteurs et les consommateurs, ça veut dire qu'on édite les factures, il n'y a rien à faire. Une fois que le système est mis en place, il n'y a plus rien à faire. Donc gestion simplifiée.
et pour des coûts de mise en place qui sont relativement réduits. Le gros coût, c'est de faire la PMO. En fin de compte, après, ça roule tout seul, quoi. Alors pourquoi on ne vous en propose pas ou peu? Parce que les outils pour gérer ces PMO sont très récents. En fin de compte, il n'y a que 2 entreprises en France pour l'instant qui le font. L'encadrement juridique aussi, les contrats sont aussi très récents. Et puis surtout parce que les gens qui vous démarchent pour vendre du photovoltaïque, ben, ce n'est pas leur métier et puis ça ne le sera jamais. Donc en conclusion, pour réussir un beau projet, il faut, vous l'avez compris, bien maîtriser son investissement, étudier toutes les possibilités offertes, il faut bien choisir vos fournisseurs, bien choisir le matériel et la maintenance qui va avec, il faut bien négocier vos achats, il faut vous protéger par des clauses suspensives, notamment, on peut penser à Enedis, que si vous avez un gros surcoût, ben vous annulez votre commande parce que c'est plus rentable pour vous. Donc il faut le prévoir dans les contrats. Et vous pouvez faire appel à un conseil si besoin. Alors, la CCI subventionne des cabinets pour les aides. Il peut y avoir des aides pour le désavantage ou pas, ça dépend des régions. Il y a des conseils pour aider à analyser votre consommation aussi. C'est pas très cher, hein, c'est de l'ordre de 600-700 euros. Et il y a aide au conseil pour l'autoconsommation collective. Donc, si vous n'avez pas les ressources en interne, vous pouvez faire appel à des cabinets conseils ou à un assistant en maîtrise d'ouvrage. Généralement, les diagnostics sont gratuits. Là, vous êtes sûr que de toute façon, ça va être intéressant parce que vous allez faire une centrale qui correspond exactement sans perte d'argent. Donc, finalement, le photovoltaïque, c'est souvent une bonne affaire, pratiquement toujours. Quand c'est une réelle opportunité, si elle est bien cadrée avec votre entreprise et si le projet est bien piloté. Merci beaucoup, Monsieur Cluse. C'était toujours effectivement très intéressant d'avoir ce retour d'expérience et puis ces exemples pratiques, ces conseils pratiques plutôt. Moi, j'avais une petite question sur comment maîtriser également la durée la durée du projet. Depuis le moment où on entame les premières démarches jusqu'à l'installation finale. Il y a installer des panneaux ne va pas prendre forcément beaucoup de temps, sauf qu'il y a quand même pas mal de délais administratifs. Enfin voilà, comment on peut arriver à maîtriser un peu ça, à raccourcir le temps? Alors c'est difficile à raccourcir parce qu'il y a toute la partie administrative déjà. Bon, qui prend beaucoup de temps, déposer un permis de construire, le faire accepter, les retours, il y a les délais d'affichage du permis de construire, voilà. Après, après le photovoltaïcien, il attaque son étude qu'une fois qu'il est sûr que ça marche. Il ne va pas anticiper son travail s'il y a un blocage. Donc là, réellement, son travail commence quand administrativement tout est fait. Et après, il y a le temps de l'étude. Moi, j'ai des études qui durent... là, pour des études de structure, il faut 1 mois et demi, rien que pour ça, quoi. Voilà. Donc, ça décale. C'est pour ça que je mettais en 10 et 12 mois de délai. 10 à 12 mois, d'accord. Et plus le EDF, pas EDF, Enedis, qui est... qu'on ne maîtrise pas. Seconde question pour ma part, et après, je promets, je fais tourner le micro. Au niveau de l'assurance, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Alors, il y a pas mal de conditions d'assurance. Ce que je disais, c'est qu'il faut en parler tout de suite du projet à votre assureur. Déjà pour inclure dans votre business plan combien ça va vous coûter, et puis pour savoir s'il a des objections à faire ou s'il y a des cahiers des charges à respecter particulièrement. Alors moi, je bosse un peu avec le monde agricole, qui a des particularités par rapport à la MSA et par rapport à Groupama, qui sont assez retors mais qui ont mis quand même en place, parce qu'il y a beaucoup de demandes, ils ont mis en place maintenant un cahier des charges qui fait référence pour les banquiers et pour les assureurs, parce que les banquiers veulent être aussi rassurés
par rapport à tout ça. Oui, vous avez mis un train sur les banquiers. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Moi, on avait essayé de mettre en place un projet Oui. et en fait, on m'a parlé de batterie virtuelle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qui m'était proposé, c'est on vend l'électricité, on consomme ce dont on a besoin et quand on a besoin d'un pic de consommation, à un moment donné, ça nous est restitué via cette batterie virtuelle. Ouais. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Bah, c'est très peu utilisé et ça reste au niveau rentabilité, c'est pas exceptionnel, on va dire. Mais c'est des moyens quand ça existe, ouais. Bah, disons qu'en termes d'autonomie, c'est plutôt intéressant, je pense. On vous a fait des bonnes propositions? Ça s'étudie, on va dire. Pardon? Ça s'étudie. Oui, ça s'étudie, oui. Après, c'est intéressant, mais la vente par ACC, par exemple, sera beaucoup plus intéressante. Ok. Ben, oui. De toute façon, c'est des intégrateurs qui font ça. C'est des gens qui gèrent le courant qui est sur les lignes à l'instant T. Et en fin de compte, eux, ils ont des clients, ils vendent le courant par strat, en fin de compte. Donc, la partie basse du strat, c'est des prix qui sont très bas, qui correspondent à du volume. Après, quand vous avez des augmentations de courant, c'est la partie haute des strats, c'est là que le courant se négocie très très cher et s'achète aussi plus cher. En tout cas, ça s'étudie et ça se calcule. C'est Tout, une alternative qui existe. Il faut tout étudier en fin de compte. Mais c'est aussi une possibilité. Il y a des endroits où on ne peut pas faire ce qu'on veut, même techniquement. Alors, au niveau de l'autoconsommation collective, vous pouvez très bien aussi louer le toit de votre voisin pour y mettre une centrale. C'est pas interdit. C'est aussi des possibilités. C'est vous qui investissez et vous lui donnez une location. Vous devenez tiers investisseur, en fin de compte, pour la gestion de la centrale. D'accord. Tout simplement. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez eu des cas à traiter de coupler une installation photovoltaïque avec un parking équipé de bornes de recharge de véhicules électriques? Alors, les gens associent les bornes aux panneaux photovoltaïques parce que souvent c'est ensemble, mais techniquement ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous n'allez pas alimenter, c'est pas le photovoltaïque qui va alimenter directement la borne. Le photovoltaïque va être rejeté dans le réseau et vous allez prendre du réseau pour alimenter vos bornes parce que si vous allez charger votre voiture la nuit, C'est ce que j'allais dire. ça ne va pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment deux choses distinctes et il y a plein de gens qui, quand on pose il faut mettre des ombrières, ouais non mais je veux aussi des recharges, ouais mais non, c'est pas le même métier en gros. Voilà, c'est pas chez les photovoltaïciens que vous allez trouver le meilleur prix pour les bornes de recharge. Ok. Loin de là. Très bien. Sauf chez Rexel peut-être. Vous faites les deux. Oui, bonjour. Bonjour. Votre présentation était très intéressante et très riche, merci. Je me demandais si pour éviter le phénomène coucou, il n'y avait pas un intérêt à créer une société de projet où intervenait à l'intérieur le tiers investisseur et l'industriel qui possède les mètres carrés. Alors, ils sont assez fermés à ce type de... Parce qu'en fait, compte, il y a des entreprises qui ne font que du tiers investissement. Ils refusent de vous vendre de la centrale. C'est pas nous, notre métier, c'est de l'exploitation. Voilà. Après, vous pouvez vous appuyer... Alors, au niveau il y a des Comcom qui font ça, des agglos, sur l'agglo de Romans notamment. Ils ont mis en place une structure qui vient aider les industriels ou les collectivités à faire du photovoltaïque. Là, effectivement, eux peuvent se positionner en tiers investisseurs avec des conditions peut-être plus intéressantes pour celui qui a la structure. Mais si vous avez la structure, je veux dire,
relativement vite payé, à moins que votre banquier puisse pas refuse catégoriquement parce que voilà, c'est pas possible. Mais quand on voit les chiffres, c'est évident qu'il faut pas faire du tiers investissement. Ouais. Après, Oui, c'est très utilisé en agricole, hein, le tiers investissement, parce qu'ils sont arrivés chez les agriculteurs. On te met un beau hangar, dans 30 ans, il est à toi et on vient démonter la centrale. Voilà. Donc, effectivement, les gens qui n'ont pas la possibilité d'investir, ils ont un hangar gratos. Voilà, mais la bonne affaire, c'est pas l'hangar gratos, c'est le tiers investisseur qui l'a fait. J'entends pas. Bonjour, bonjour à tous. Après, il y a les crédits bail qui peuvent être intéressants sur 5-7 ans pour l'entreprise, pour l'industriel. Ça rentre en loyer et pas en investissement sur plusieurs années. Donc du coup, c'est... Ouais, tout à fait. Ouais, c'est des des modes de financement qui sont adaptés. On peut faire financer aussi tout l'investissement en fourniture et pose. Et au bout de 7 ans, là, on peut racheter sa centrale en général pour un loyer mensuel. Et après, là, on commence à faire de réelles économies. Et la centrale est... Voilà, c'est ça. Après, le photovoltaïque, ça reste quand même très nouveau dans les applications. Et c'est tout un monde commercial à réinventer, je dirais. Techniquement, c'est bouclé parce que c'est relativement simple. Mais ça va qu'évoluer, par contre. Alors, si vous faites par rapport à la durée de vos centrales, il y a des sociétés qui se sont mises en place, qui maintenant interviennent sur les anciennes centrales pour leur redonner une nouvelle jeunesse, avec des panneaux plus performants. Du rétrofit, en quelque sorte. Pardon ? Du rétrofit, en quelque sorte. En gros, c'est ça, c'est du rétrofit. Okay. Ils réactualisent la centrale, mais comme elle produit beaucoup plus, ils sont capables de garder les anciens contrats, c'est ça qui est fabuleux. Qui sont intéressants quand même. Parce qu'il y a eu des contrats qui sont passés à 60 centimes il y a une quinzaine d'années qui ont fait le bonheur de pas mal de gens. Enfin, tous ceux qui ont osé.